Non, mais elle va se présenter toute seule, Joël. Voilà. Non, c'était pas prévu. Non, si. Bon, d'abord, je voulais remercier le SPS qui me donne une nouvelle fois l'occasion de parler de mon expérience de patiente pour le coup. J'espère que mon intervention va bien s'articuler avec les intervenantes précédentes, mais j'ai l'impression que oui. Donc, je vais moi aussi essayer de partager le truc. Je ne sais pas trop comment on fait, mais non, c'est pas comme ça. Comment je fais? Alors, j'y arrive, hein, j'y arrive. Vous voulez qu'on partage? Non, j'essaie de le faire moi-même, mais ça n'a pas l'air simple. On va essayer de partager pour toi, Joël. Mon document, là? Oui. On est partageurs, nous. Vous partagez bien, vous? Non, mais j'aurais préféré avoir la main. Je préfère avoir la main sur l'affaire. Bon, je vais abandonner, je crois, parce que j'y arrive pas. Attendez. Voilà. Peut-être. Ça y est? Bon, je laisse tomber. Donc, vous avez. Oh là! Voilà. Donc, moi, je parle en tant que patiente, sans compter que c'est important, que j'ai une longue expérience de journaliste, de politologue et de militante féministe. Donc, je dois dire que quand on passe les diapos et les machins et les trucs, donc on peut passer. Donc, on peut. Alors là, il va falloir cliquer parce que moi, j'ai prévu un truc animé. Voilà. Donc, je souffre, pour me situer un peu en dehors de mon activité professionnelle, je souffre depuis 35 ans de différents symptômes, douleurs généralisées, fatigue, multiples manifestations physiologiques, cognitives et émotionnelles. Et après 17 ans d'errance médicale, l'ensemble, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, a été diagnostiqué sous le terme générique de fibromyalgie. Diapo suivante. Pendant tout ce temps, donc il faut, voilà, encore, voilà, stop, là encore, voilà. Donc pendant tout ce temps, donc, non, c'était avant, il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière, ou alors je parle directement, je ne sais pas. Donc pendant tout ce temps d'errance médicale, avant d'être diagnostiquée, j'ai eu le temps de faire des liens entre les symptômes, les diagnostics, les ressentis, les pratiques de santé, voilà, mais aussi les politiques de santé publique et les données sociologiques, la hiérarchisation des pathologies et les soins associés, et l'ignorance produite par la majorité des professionnels de santé et la prise en charge difficile des malades. On vient d'en avoir un aperçu. Donc, ces liens ont façonné une expérience qui a produit de la connaissance. Diapositive suivante. Diapositive. Voilà, merci. Donc, j'ai rendu compte de cette expérience de patiente dans un livre qui vient de sortir, qui est sorti en octobre, qui s'appelle La douleur impensée, autopsie féministe de la fibromyalgie, une maladie de femme, pour laquelle j'ai souhaité donc rendre compte de mon expérience. Alors, je vais directement aborder le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, en tant que fibromyalgique, j'ai appris beaucoup de choses. En premier lieu, j'ai appris que les thérapies du toucher, et en particulier le shiatsu, sont essentielles à la prise en charge de la maladie, donc qui est essentiellement, même si elle a 200 symptômes, c'est essentiellement autour de la douleur et de la fatigue chronique. Ensuite, au-delà de la technique de soins, une prise en charge spécifique est nécessaire à mon traitement, à savoir que j'ai besoin d'écoute, de temps, qu'on s'adapte à mon état, d'échanger sur cet état au moment où le soin médical ou complémentaire a lieu. Pour moi, on vient d'avoir des statistiques officielles, donc c'est intéressant. Selon moi, cette prise en charge-là, ça représente au moins 30% du soin. Dans cette pathologie, c'est-à-dire la fibromyalgie, par ailleurs, le corps et l'esprit sont dissociés, alors pas du point de vue psychiatrique, mais
il y a un mauvais raccord, on va dire, entre le cerveau ou l'esprit et le corps. Donc, est-ce que c'est une cause, une conséquence? Ça, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'en identifiant les langages verbal et non verbal, j'y reviens, de cette maladie, j'ai développé la perception de cette dissociation et j'ai ainsi pu la corriger. L'expérience de la maladie a en outre enrichi ma critique des politiques économiques ou éducatives, de recherche, de transport, de décentralisation, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. Diapositive suivante. Alors, l'expérience de cette maladie m'a aussi appris que les schémas traditionnels des politiques de santé demandent aux patientes comme aux professionnels de santé beaucoup de créativité, et on vient d'en avoir la preuve. Cet apprentissage est corroboré en France par des pratiques et conceptions du soin reconnues, notamment issues de l'expérience de la prise en charge du sida et aujourd'hui du cancer, ou encore des migrants qui arrivent en bout de course, notamment en psychiatrie. Donc on trouve ces expériences à l'université des patients, à la faculté Pierre et Marie Curie, et ça a été initié par Catherine Tourette-Turgis, ou à la chaire de philosophie à l'Hôtel-Dieu, initié par Cynthia Fleury, ou encore au centre Georges Devreux, créé par Toby Nathan. Diapositive suivante. Donc, dans tous ces lieux, que ce soit à l'Université des patients, à la chaire de philo ou au centre de Georges Devreux, les questions de l'autonomisation, de la liberté, donc ce qui est important là, c'est la liberté, de la subjectivation, c'est-à-dire la patiente, le patient en tant que sujet plutôt qu'objet, et de la responsabilisation des patients sont centrales, de même que la valorisation de leur savoir. Différentes formations universitaires, des DU, des masters, valident l'expérience acquise par le ou la patiente, et ça, c'est assez essentiel, et ça date d'à peu près une dizaine d'années. Donc, on peut être malade et obtenir un DU ou un master de spécialiste de patients experts en oncologie, par exemple. Donc, les savoirs du personnel soignant sont renforcés en même temps que la prise en compte de la connaissance acquise par les patientes, notamment par l'intervention de patientes experts, ce dont je viens de parler, ce qui permet d'enrichir les savoirs sur les pathologies. Donc là, on a une relation bilatérale entre les patients et les praticiens de santé. Diapositive suivante. Donc, l'étude de ces pratiques complète en fait des observations que j'avais menées vraiment fin des années 90, début des années 2000 en Afrique du Sud, auprès de groupes de femmes séropositives, et pendant lesquels j'ai beaucoup appris, notamment à propos de dispositifs créés à l'hôpital ou en dehors, et qui avaient pour objectif de mettre en exergue les savoirs des malades. Donc, j'assistais à des séances des groupes qui n'étaient pas des groupes de parole, où plusieurs patientes étaient rassemblées pour parler de leur expérience de malades du sida. Donc, aujourd'hui, en fait, je vous propose d'identifier comment et non en quoi ou pourquoi, ça, je pense qu'on vient de le voir, l'ensemble des dispositifs observés et étudiés garantissent l'émergence des savoirs des patientes. Alors, petite intention, je parle au féminin parce que dans la pathologie qui m'intéresse, la fibromyalgie, ce sont majoritairement des femmes qui sont atteintes à 90%, et j'utilise le masculin générique pour tous nos interlocuteurs, et j'utilise le présent pour signifier que je l'ai expérimenté en France aujourd'hui. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je parle vraiment au présent. Donc là, je nous projette dans une hypothèse où tout cela serait réalisé. Donc, quand les rencontres entre patientes et professionnels de santé se font en présence de plusieurs malades et non en tête-à-tête, les paroles, langage verbal ou les gestes, langage non verbal, se délient. C'est plus simple de parler quand on est plusieurs malades ensemble que quand on est seul. Alors après, ça demande un peu de travail, mais bon.
Quand du temps est laissé à l'expression des patientes, quand ce temps se déroule sur plusieurs séances, les savoirs voient le jour. Diapositive suivante. Contrairement au groupe de parole, où un thérapeute ou un animateur jugé qualifié dirige l'échange et surtout centre cet échange sur l'unique expression orale, lors de ces rencontres dont je suis témoin, donc, qui sont assez innovantes entre praticiens et patientes, quand la durée et la fréquence des séances varient, c'est-à-dire quand la durée n'est pas imposée, quand ces séances sont adaptées à la disponibilité des femmes qui souffrent. Donc, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de convocation. On est là, on vient ou on ne vient pas en tant que patiente. C'est les thérapeutes qui sont à la disposition, en quelque sorte, des malades. Quand elles se déroulent là où les malades se trouvent, au moment où elles s'y trouvent, donc ça peut être en hôpital, mais aussi en plein air, en salle, au village, en ville, autour d'un repas. Quand elles connaissent personnellement les patientes et ensemble le lieu choisi, elles sont à même d'échanger sur leurs symptômes et sur les hypothèses de leurs causes et sur des pistes de soins. Là, ce qui compte, c'est que il n'y a pas de rupture avec le quotidien des patientes. Diapositive suivante, peut-être. Alors, l'ensemble, c'est-à-dire l'expression de langage verbal et non verbal, la durée et les lieux adaptés, donne la possibilité à la patiente de choisir comment et en quoi elle divulgue son identité de malade. Ça, c'est fondamental parce que ça renforce sa liberté d'expression. En médecine traditionnelle, allopathique, c'est souvent, c'est peu le cas, quoi. Justement, on n'a pas le temps et que donc on se sent un peu brimé dans son expression. Le choix des lieux ou du temps soutient l'expression de la connaissance, alors qu'une opération concertée de collecte de plaintes la limiterait. On assiste aussi à des regroupements de gens malades où on entend ah, moi j'ai mal ceci et moi j'ai mal cela. Et puis alors moi j'ai fait bon. Et ça en fait ça n'enrichit pas la connaissance vraiment. Parce que l'échange est libre, sans règles et sans récurrence, les savoirs émergent. Diapositive suivante. Donc, quand les patientes parlent et ne suivent pas systématiquement une chronologie de l'apparition des symptômes, par exemple, pour dérouler un parcours de soins pas à pas, qui soit plus ou moins long, quand les récits sont fragmentés, partiels, décousus, quand les silences comme les prises de bec sont autorisés, quand l'accueil permet au corps de s'exprimer, des bribes de récits se multiplient et à la fin façonnent un récit complet et cohérent. Donc, c'est pas parce que au début, les malades hésitent ou ça part un peu dans tous les sens. C'est pas, il faut être très patient parce que c'est au bout d'un certain temps, qui n'est pas non plus arrêté, que ça devient cohérent, ce récit. Ce qui est important, c'est que les patientes émettent un récit, qu'il soit verbal ou non verbal. Diapositive suivante. Donc, en empruntant cette méthode de recueil, je suis un peu fatiguée, on ne porte pas assistance à la patiente. Donc, on n'est pas dans une vision paternaliste du soin. On ne la victimise pas. On ne la renvoie pas à sa seule introspection psychique ou physiologique ou à la banalité de ses souffrances ou à son stress élevé ou à ses traumas. C'est-à-dire, on ne lui dit pas oh, tu sais, c'est normal que tu aies mal, tout le monde a mal, ou ah ben non, mais il faudrait que tu te relâches parce que tes traumas t'empêchent de te relâcher. Bon, ce n'est pas du tout là le sujet. Non seulement cette méthode favorise l'expression collective, mais surtout, elle permet aux témoins, donc la malade, de s'exprimer sur l'environnement dans lequel elle vit, sur le contexte duquel elle hérite, ou encore de poser les termes d'alternatives aux pratiques de santé. Diapositive suivante. Ah non, c'est... Ah si, pardon. Donc, en mettant les patientes au cœur du processus d'élaboration de la pensée sur la pathologie, là, j'insiste sur le fait qu'une pathologie, ça se pense, ce n'est pas justement, comme on l'a entendu précédemment, ce n'est pas qu'une pratique
ou une technique, ça se pense une pathologie. Donc, quand on met les patients au cœur de cette pensée, leurs interlocuteurs placent leurs récits oraux et corporels au centre d'une transformation des rapports entre objet et sujet. Ces récits introduisent une nouvelle logique d'expertise qui repose moins sur la connaissance académique ou institutionnelle, là où se sacralise le savoir, mais sur le vécu du quotidien, ce qui est socialement et culturellement considéré comme non savant. Ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que, comme on l'a vu précédemment sur l'étude, les moyens d'évaluation des pratiques de santé qui sont plutôt quantitatives, voire qualitatives, il n'y a pas cette notion de où se trouve le savoir. Donc là, ce qui est important, c'est de savoir que les malades ont un savoir. Donc les patientes, par exemple, confrontées, mais surtout actrices des politiques de santé, deviennent de réels experts de la santé, certes, mais aussi de la crise économique, des transports, de l'urbanisme, de l'éducation, du sport et de la culture. Je n'ai pas le temps de développer là, mais vous imaginez que, par exemple, pour assister à une séance de cinéma ou aller au théâtre, certes, parfois, on a des pentes là, pour les handicapés, pour assurer que les personnes en chaise roulante puissent entrer dans le lieu. Mais sinon, donc si on n'est ni aveugle ni handicapé physique, il n'est pas du tout tenu compte du fait qu'on attende debout pour rentrer. Les sièges sont souvent pas adaptés. Donc ça, je ne parle que pour la culture, mais ça vaut aussi pour les transports, parce que dans les déserts médicaux, par exemple, pour atteindre les lieux où pourraient avoir lieu les soins, comme les hôpitaux notamment, il faut se confronter à l'absence de transport. Donc là, je n'ai pas le temps de détailler, mais en tant que malade, on est aussi expert de beaucoup d'autres domaines que de la santé. Diapositive suivante. Donc là, on va s'intéresser aux personnes qui reçoivent ces savantes. Ces savantes, oui, voilà, ces patientes savantes. Donc, en étant peu intrusives, les personnes qui écoutent la parole ou le corps, donc là, là je m'adresse aux médecins, aux psychologues, aux professionnels de médecine complémentaire et surtout à vous, les professionnels du shiatsu, modifient les codes de la facilitation ou de l'accompagnement de l'expression en public. Elles ne se contentent pas de créer ou d'appliquer des techniques nécessaires à cette expression. Quant au cours des différentes étapes qui jalonnent le récit, ces écoutants, comme je les appelle, parce qu'on a parlé d'écoute tout à l'heure, donc ça tombe bien, quand ces écoutants aiguisent, scrutent et bousculent la patiente, afin qu'elle exprime les fondements de son expérience, ils font sauter une à une les barrières qui inhibent la révélation des connaissances acquises par les patientes. On passe à la diapositive suivante. Donc, quand ces écoutants, donc les professionnels de santé, je mets tout le monde ensemble, se mettent eux-mêmes en scène, se dénudant à leur tour. Donc ça, c'est pas forcément se mettre à poil physiquement, hein, c'est se mettre à poil, c'est-à-dire parler, c'est-à-dire échanger, réussir à échanger avec les patients. Donc, ces écoutants gagnent la confiance de celles qui se racontent. Ils exposent leur patience comme leur générosité. Les observants deviennent alors des observés, ce qui en recherche est fondamental. Ça s'appelle la réflexivité. Des jeux de confrontation se mettent en place. Ils interrogent la lenteur des unes et l'ardeur des autres. Et cette tension implicite permanente développe des aptitudes à la perception du comportement de l'autre et instaure ainsi un espace de captation mutuelle de savoir. Ce qui est important d'imaginer dans une autre vision de la relation patient-praticien, c'est qu'on peut apprendre dans les deux sens, d'où la captation mutuelle. Diapositive suivante. Donc, quand les écoutants, donc là je parle bien des écoutants, c'est-à-dire des professionnels de santé, révèlent leur savoir,
à savoir les compétences acquises lors de la formation professionnelle initiale, mais aussi celles acquises par l'expérience, donc l'écoute, le recul, la réactivité, les capacités d'adaptation et d'animation, ils deviennent subjectifs à leur tour. Ça, pour moi, c'est fondamental, c'est-à-dire que l'objectivité, effectivement, n'a pas lieu d'être dans cette relation. Parce qu'ils l'assument, leurs compétences non formellement reconnues entrent en scène. Parce que voilà, on sort de la technique, on est dans la relation humaine, on est dans l'humanité. Il joue alors un rôle de contrepoint à un système de santé inégalitaire, on en a entendu parler, où les négociations entre rendement financier et priorisation du tout médical d'une part, ou priorisation du soin adapté d'autre part, sont constantes. Diapositive suivante. Donc en conclusion, j'ai essayé d'être brève, hein, c'est pas mon genre, mais bon. En transgressant l'option administrative, institutionnelle et individualisante des pouvoirs publics, les écoutants témoignent d'un engagement fort. Ils deviennent des passeurs de savoir. Pour moi, ça, c'est aussi essentiel, c'est que vous pouvez devenir des passeurs des savoirs des patientes, parce que les patientes ont moins d'accès à la visibilité de leur savoir. Ils s'investissent dans leur fabrique parce qu'ils sont convaincus que c'est le seul moyen d'enrichir leur pratique. J'en ai fini. Diapositive suivant. Donc voilà, si vous voulez vous procurer ce livre,